tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashavuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Alors, avant de vous donner les titres que nous allons aborder ce soir, les sujets que nous allons traiter ce soir, j'aimerais quand même donner la parole et saluer notre invité habituel, Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Ndagijimana, qui n'est plus invité finalement, hein. C'était un habitué de Radio Rumuri. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur Ndagijimana, Jean-Marie Vianney. Bonsoir mon frère Célestin Sevahide. Je suppose que vous allez tous bien à Radio Urumuri. De mon côté, j'ai eu quelques petits ennuis, mais c'est dû à l'âge, vous savez. Hein. On commence à vieillir en fait. Il faut s'habituer. Il faut s'y habituer. Pour le reconnaître, parce que j'écoutais, tout à l'heure, on va revenir. J'entendais tout à l'heure le président du Rwanda, Paul Kagame, qui disait qu'est-ce que nous allons léguer à notre pays. C'est comme s'il commençait à se préparer à une éventualité qu'il va finalement, il est en train de reconnaître que finalement, il ne vivra pas éternellement. Mais ça, c'est pas notre sujet pour le moment. Donc je vous remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation comme d'habitude. Mais j'aimerais vraiment s'attarder parce que nous n'avons pas tellement de temps. Nous avons maximum 1 heure pour traiter de ces 3 sujets qui sont très importants. Et sans tarder, d'ailleurs, j'aimerais vraiment commencer par le premier sujet, qui est un sujet très préoccupant, vraiment c'est bien le mot, parce qu'on se demande où le FPR est en train de conduire le Rwanda. Nous cessons de le dire tous les jours que le FPR dirige le Rwanda d'une main de fer. Tout le monde le dit d'ailleurs. Même, ici je fais référence à un certain François Soudan qui a écrit un livre sur Paul Kagame, normalement, qui était là pour lui jeter des fleurs. Mais il le décrit comme un homme qui a une poignée de fer dans un grand en velours. Donc, il reconnaît lui-même que c'était un grand dictateur. Mais nous qui le connaissons, nous qui connaissons le territoire rwandaise, nous savons que le FPR dirige le Rwanda vraiment, même pas d'une poignée de fer, non. Par des actes par la tyrannie, tout simplement. De façon tyrannique, tout simplement. Et la dernière trouvaille qu'ils ont faite maintenant, c'est de m'isoler, faire taire tout ce qui élève des voix discordantes à la doxa du FPR. Ils utilisent tous les moyens possibles. Et si nous allons aborder quelques-uns de ces moyens, mais essayer de voir où on va en arriver. Récemment, j'écoutais une émission de grande écoute dans notre pays, parce que c'est diffusé par notre média national, radio et télévision rwandaise, RBA, où vraiment on a donné plus d'1 heure d'émission pour expliquer à la population rwandaise que le RIB, Rwanda Investigation Bureau, qui est vraiment l'organe de, j'allais dire l'organe de répression finalement, c'est même pas l'organe d'investigation. Quand on voit comment il se comporte pour le moment, il est carrément devenu un organe de répression. Mais il essaie d'expliquer, le porte-parole essaie d'expliquer que le RIB a fait son travail en arrêtant toutes les personnes qui ont essayé d'utiliser, de faire ce que l'article 38 de la Constitution rwandaise leur donne comme droit, et d'essayer de donner leurs idées, et même de faire leur métier de journaliste, tout simplement. Tiens, il y a un certain Nsengimana Mathéo qui est journaliste agréé, qui a une chaîne YouTube, qui donne la parole aux gens, qui fait des émissions comme tout journaliste vraiment intègre et professionnel. Mais le RIB a trouvé le moyen de l'arrêter. Et pour le moment, je vous disais tout à l'heure à Nyarwanda que là, les dernières nouvelles, c'est qu'il va rester en prison, qu'il va, parce que normalement, il y avait un procès,
et sur, on devait décider si il devait être poursuivi, mais en étant libre. Mais non, pour le moment, vraiment, le tribunal a décidé que non, ils doivent rester en prison. Et pour quelle poursuite, ça, c'est une autre question. Mais on voit bien qu'il a bien expliqué que toutes les personnes qui vont essayer de s'exprimer librement, qu'ils vont se heurter au mur de la loi, qu'ils vont se retrouver tout simplement en prison. Ceux qui auront la chance, parce qu'il y en a il y a d'autres moyens qui sont utilisés, notamment la disparition forcée, l'assassinat carrément, ou alors être obligé de fuir le pays. Il y a d'autres moyens. Et ça, c'est un des moyens. Donc, ils vont utiliser vraiment la loi cette fois-ci. Mais ils n'ont pas s'arrêté là. J'ai vu dans l'organe justement pro-FPR, IDIE, un article qui montre que le gouvernement rwandais est en pourparlers, tenez-vous bien, avec Google. Oui, vous ne rêvez pas. Il est en pourparlers avec Google pour que toutes ces chaînes qui essaient de dire la vérité sur ce qui se passe au Rwanda, ces chaînes puissent être bloquées. Alors, ce premier sujet, vraiment, j'aimerais qu'on l'aborde un peu plus en profondeur, qu'on essaie de l'analyser avec monsieur l'ambassadeur qui est vraiment quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui connaît bien le Rwanda, quelqu'un qui connaît les problèmes du Rwanda, pour qu'il nous donne vraiment son sentiment, son point de vue à propos de tous ces agissements du régime de FPR. Monsieur l'ambassadeur, comment vous avez accueilli, comment vous avez vu, comment vous percevez cet état de vouloir à tout prix museler toutes les voix discordantes de celles du FPR, monsieur l'ambassadeur. Comment vous analysez la situation de votre point de vue? Écoutez, moi, d'abord, je remercie pour cette question. Vous savez, j'ai toujours pensé, et je l'ai souvent dit sur Radio Urumuri, le premier ennemi du président Kagame et de son régime, ce n'est pas comme on le pense, des mouvements armés, des partis politiques d'opposition, prises comme, je veux dire, tous ces groupes pris comme tels, ce n'est pas le principal ennemi de Paul Kagame. Parce que l'armée, il en a une qui est apparemment assez forte pour résister à toute attaque venant de qui que ce soit, même si le temps peut jouer en sa défaveur. Je crois que l'ennemi principal du régime de Paul Kagame, c'est la vérité. La vérité, c'est le premier ennemi de Paul Kagame et de son régime. Et donc, tout ce qui peut concourir à faire connaître la vérité à travers les médias, à travers les chaînes YouTube qui ont inspiré à la jeunesse rwandaise une certaine liberté que les jeunes Rwandais n'avaient pas avant, dont ils ne disposaient pas, eh bien, voilà l'ennemi principal du régime de Paul Kagame. Et voilà pourquoi tout ce qui est possible à faire, tous les moyens, il les consacre en fait à réprimer le droit d'expression, les droits de presse, et tous les autres droits fondamentaux qui permettent à l'homme, surtout à l'homme rwandais et à la femme rwandaise, de s'exprimer et de dire son sentiment, et éventuellement de dire la vérité de ce qui se passe au Rwanda. C'est ça qui explique l'attitude belliqueuse de Paul Kagame, c'est ça qui explique toute cette énergie que ces services, parce que ceux qui ne le savent pas, le RIB, c'est l'équivalent du FBI américain. Ça a été créé à l'image du FBI américain. Et à mon avis, les officiers du RIB, les policiers, mais c'est des officiers transformés en policiers, ils singent un peu trop le comportement des officiers du FBI à travers les films qu'on voit tous les jours à la télévision ou dans les salles de cinéma. Ils se comportent réellement comme des shérifs qui cassent tout, qui peuvent arrêter qui ils veulent, encore que le FBI mène des enquêtes et libère qui doit être libéré. Au Rwanda, ce n'est pas le cas. Dans tous les cas que vous avez cités, cher Célestin, Sebahide,
notamment dans l'émission justement où intervenait le patron du RIB, le Rwanda Investigation Bureau, c'est-à-dire le bureau d'investigation rwandais. Le cas qui m'a le plus frappé, c'est celui de notre héros, Aimable Karasira, parce que le patron du RIB a expliqué en quelques mots pourquoi ils ont arrêté et pourquoi ils maintiennent en prison Aimable Karasira. Et il m'a semblé que la principale raison, c'est là qu'on voit vraiment la tyrannie et la méchanceté et la volonté de nuire, de tuer dans l'œuf toute velléité de dire la vérité. C'est l'explication qu'il a donnée concernant l'accusation de détention d'argent, d'une somme importante d'argent, dont il n'a pas pu donner l'origine. Et il a insisté sur le fait que cet argent venait des amis étrangers ou des amis rwandais se trouvant à l'étranger. Et cela, c'est tout simplement un étranger qui ne vit pas au Rwanda, qui ne connaît pas la situation du Rwanda, ne comprendrait pas que cela soit possible. Voilà un professeur d'université, Aimable Karasira, qui a été licencié. Ça faisait des années qu'il enseignait à l'université. Et à partir du moment où il a commencé à dire la vérité, à dire notamment que le Front patriotique rwandais de Paul Kagame avait assassiné ses parents, lui qui est un Tutsi rescapé du génocide de 1994, et donc il a brisé l'omerta que le FPR essaie d'imposer au peuple rwandais. À partir de ce jour-là, il est devenu l'ennemi public numéro 1. Il a subi des traitements vexatoires, il a été convoqué à plusieurs reprises à la police. Et puis à un moment donné, il a été licencié, révoqué de son poste de professeur et d'agent de l'administration rwandaise, en fait, parce que les professeurs sont des fonctionnaires aussi. Eh bien, le voilà donc au chômage, réduit au chômage parce qu'il a osé dire que ses parents ont été assassinés. Et de toute façon, il le disait avec pacifisme. Il disait, dites-moi où sont partis mes parents, vous les avez arrêtés, ils ne sont jamais revenus. Ils ne pouvaient pas être des génocidaires puisqu'ils étaient eux-mêmes victimes ou en tout cas rescapés de ce génocide. Dites-nous où ils sont passés. Et donc, ils l'ont réduit au chômage. Pourquoi? Pour le réduire au silence. Et la meilleure façon, c'était aussi de le faire mourir à petit feu, de l'appauvrir, de le soumettre. Eh bien, lorsqu'ils ont constaté que la diaspora rwandaise, de Belgique, de France, des États-Unis, du Canada et autres, ont soutenu Aimable Karasira, qui lui a envoyé un peu d'aide pour ses besoins de survie sociale et pour l'aider à poursuivre ses projets parce qu'il est musicien en même temps. Eh bien, le gouvernement s'est dit, nous avons voulu le casser, mais il revient plus en force. Et donc, c'est là qu'ils ont dit, on va l'arrêter. Et en l'arrêtant, ils ont saisi tout son argent, tout son matériel et tous ses instruments de musique. Et voilà Karasira en prison. Et au-delà de ça, ils ont dit qu'il était fou. Apparemment, aujourd'hui, il est au centre de Ndera, centre psychiatrique, où ils essayent par des moyens chimiques de le détruire physiquement, de détruire sa santé en fait. Alors vous comprenez, c'est un cas qui mérite qu'on s'y attarde, parce que tout le monde n'est pas Karasira parmi les autres qui ont été arrêtés. Bien sûr, il y a le cas symptomatique du journaliste Théo, mais le cas de Karasira est à regarder avec un œil plus scrutateur. Donc, les Rwandais n'ont même pas le droit de se faire aider par leur famille, de se faire aider par leurs amis qui se trouvent à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, les Rwandais qui ne font pas partie du système FPR sont considérés globalement comme des ennemis de la République. Donc, oui, c'est un point sur lequel j'insiste pour montrer jusqu'où vraiment un gouvernement comme celui-là peut aller. Sinon, c'est vrai, dans tous les domaines, les journalistes, les youtubeurs et
et tous les autres sont privés de leurs droits. Mais le cas de Karasira, c'est symptomatique à plusieurs égards, parce que, effectivement, tout le monde le dit, c'est un rescapé du génocide. Le FPR de Kagame a tué ses parents pour des raisons, tout simplement parce qu'il parlait français, avec des étrangers d'abord, c'était ça. Ils parlaient français et donc ils ont été soupçonnés de trahir le Front patriotique rwandais et le régime, le nouveau régime. Et puis voilà, aujourd'hui, Karasira est un homme dont le gouvernement a programmé la mort sociale, économique, et maintenant, en essayant de le faire passer pour un fou, ils vont le soumettre à un traitement comme celui qu'on a fait soumettre à Barafinda. C'est ça le problème. Donc, globalement, on ne peut pas parler d'un cas l'un après l'autre, mais j'ai pensé que le cas de Karasira était assez symptomatique et démontre suffisamment la cruauté de ce régime. Oui, vous avez tout à fait raison, monsieur l'ambassadeur. Mais on peut aussi, c'est vrai, le cas de Karasira, c'est un cas emblématique, mais il y a aussi d'autres cas. On peut parler aussi du cas d'une certaine Ida Mangé qui disait tout haut qu'elle est bien rescapée du génocide. Elle était même dans une situation plutôt aisée d'ailleurs, elle n'avait aucun problème, mais elle s'est dit préoccupée par la situation d'injustice au Rwanda. Et lorsqu'elle a commencé à citer, à préciser, à pointer du doigt les problèmes très précis que connaît la situation au Rwanda, notamment le mensonge du FPR, la tyrannie, les gens qui disparaissent, les disparitions forcées. Elle est aussi en prison pour le moment. Et on peut aussi citer les hommes politiques, qui sont pour le moment emprisonnés parce qu'ils ont lu ceci. Je ne sais pas si vous le voyez, le livre qui s'intitule « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». C'est un livre vraiment que je promets aux auditeurs de Radio Rumuri que je vais essayer de leur expliquer en Kinyarwanda, parce que c'est un livre normal, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Et vraiment, oser dire qu'on a emprisonné les gens parce qu'ils ont lu un livre et le dire en plus, moi je trouve que c'est un peu honteux. Mais c'est vraiment, j'ai voulu qu'on aborde ce sujet de la façon dont toute expression est contrôlée, surtout muselée. On essaie vraiment de faire taire tous ceux qui disent la vérité et qui souvent, comme nous disons que le FPR est construit sur le mensonge, la corruption et la terreur, surtout la terreur liée à l'assassinat des gens. Et alors, si le FPR est construit sur le mensonge, il est logique que tout ce qui amène la vérité va toucher sur justement les fondements même du FPR et qui risque de s'écrouler tout simplement. En parlant des fondements et du mensonge, justement, j'aimerais quand même qu'on aborde, parce que le temps file, l'air de rien. Le deuxième sujet qu'on va aborder brièvement, on ne va pas tellement nous y attarder, c'est le discours ou alors les propos tenus par le président de la République, ou ce qui s'est fait passer comme tel, parce qu'il y a d'autres polémiques là-dessus dans lesquelles je ne vais pas entrer pour le moment. Mais en tout cas, il y a eu quelqu'un qui a pris un discours qui se disait, qui était présenté comme le président Paul Kagame de la République, et qui a parlé surtout d'un sujet très préoccupant, les relations entre sa famille et la famille de feu Gisa Rwigema, qui était le premier, qui était vraiment celui qui dirigeait le FPR, qui a attaqué le Rwanda le 1er octobre 1990 et qui est décédé seulement 2 jours après, et dont la mort a été abordée de façon différente. Ceux du FPR disent que Rwigema est tombé sur le front, qu'il a été tué par les balles d'ennemis. Mais ceux qui étaient avec lui, ceux qui étaient là sur le lieu, ont donné des témoignages qui montrent que Fred Rwigema a été tué, assassiné par les siens. Et d'ailleurs, il y a même qui ont allé loin, qui ont allé jusqu'à prouver que
même le président Kagame lui-même, il y aurait là une main plus que directe dans la mort de Fred Rwigema. Et d'ailleurs, de ceux qui des hauts gradés du FPR, les premiers, dans Bunyenyezi, Bayingana et autres, qui sont morts vraiment dans les premiers jours de la guerre. Et vraiment, mais on a entendu vraiment les propos tenus par Paul Kagame qui disait que le fils, justement, le fils de Fred Rwigema, qu'il n'arrivait plus au Rwanda, qu'il y aurait des pays limitrophes, des pays voisins, et même il a fini par citer un d'eux, l'Ouganda, en disant qu'il est en train de l'induire en erreur, de le dresser contre le pays, contre son pays natal, enfin, le natal pas parce qu'il n'est pas né au Rwanda, mais son pays d'origine, parce que c'est son pays, l'air de rien, et qu'il n'arrive plus au Rwanda. Le fait même que je l'appelle, j'allais dire son gamin parce que je pense qu'il est de l'âge de mes enfants, ce gamin, ce jeune homme, n'ait plus la possibilité de retourner au Rwanda déjà, même pour assister au mariage de sa sœur. Déjà, ça devrait être révélateur. Mais en tant que Paul Kagame qui va maintenant dans son mariage, qui tient un discours, qui montre que vraiment sa famille et la famille de Fred Rwigema étaient vraiment des familles liées, que lui-même personnellement, Paul Kagame et Fred Rwigema étaient vraiment très liés dès leurs enfants, dès leur jeune enfance. Mais après, qu'ils viennent dire maintenant, ils mêlaient les pays limitrophes. Je ne sais pas comment vous avez vécu, comment vous avez senti, comment vous avez suivi ce discours de président Paul Kagame, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de me mêler des problèmes qui peuvent exister entre les leaders du FPR, parce que, à la limite, ça les regarde hein, sur le plan privé. Mais là, il ne s'agit plus d'une affaire privée, parce que le président Kagame et son épouse étaient invités à une cérémonie de mariage ou post-mariage d'un membre de la famille de Fred Rwigema. Personnellement, je ne connais pas les relations qu'il y a entre les deux. Tout ce que je sais, c'est que dès le départ, en 1990, les gens qui suivaient bien le dossier FPR ont compris que le chef de la rébellion de l'époque, qui était mort le deuxième jour du lancement de l'agression contre le Rwanda, il est clair qu'il a été exécuté par les siens. Il a fallu 26 ans, déjà à Kigali en 1994. Moi, j'entendais ça. Il y en a qui disaient, ouais, c'est notre chef qui l'a tué. Parce que Fred était mou, qui n'était pas assez cruel pour diriger la rébellion du FPR, que c'était bien que Kagame ait pris les commandes, et que c'est grâce à Kagame donc qu'ils ont gagné la guerre. Bon, c'est vrai qu'il y avait une sorte d'admiration pour le leader, Fred Rwigema, mais les gens disaient non, 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 s'il était resté, on n'aurait pas avancé, on se serait perdu dans les couloirs diplomatiques pour négocier avec Habyarimana parce que c'était l'objectif de Fred, c'est-à-dire prendre une partie du territoire et engager des négociations. Tous ceux qui l'ont connu disent que Fred Rwigema ne voulait pas qu'on assassine, par exemple, les populations civiles. Ce n'était pas son objectif. Et donc, avec cela, j'ignore dans quelle mesure le président Museveni était derrière cette idée, mais ils ont constaté que Fred Rwigema ne voulait pas la violence pour la violence. Et donc, ils l'ont tué. Tout le monde dit aujourd'hui que Kagame est parti des États-Unis, il est rentré, précisément parce que la route était balisée, parce qu'il avait donné des ordres. Et j'ai entendu un jour un de ses anciens collègues, un colonel de l'armée du FPR, raconter comment Fred a été exécuté par les hommes de Paul Kagame. Mais ceci n'est pas le sujet du jour. L'incident que vous avez évoqué, en fait, c'est un incident qui est très, très rare dans les annales. Dans la culture rwandaise, ça ne se fait pas. Kagame est resté égal à lui-même, c'est-à-dire un homme
qui se comporte partout comme s'il était en guerre. Voilà un président de la République invité à une cérémonie de mariage avec son épouse. Et là, je suis certain, franchement, je suis sûr que même Jeannette Kagame a dû sursauter en écoutant son mari parler ainsi. Et donc, il est invité, l'épouse de feu, Fred Guigema, le reçoit, l'accueille plutôt avec beaucoup de chaleur et de mots gentils. Et lui, au lieu de remercier les Guigema, au lieu de remercier les familles des jeunes mariés, il attaque directement un sujet sensible, et comme cela ne se fait jamais dans la culture rwandaise. On n'a pas le droit, lorsqu'il y a un mariage comme ça, ou lorsqu'il y a un deuil, on n'a pas le droit d'évoquer des sujets méchants, des sujets qui fâchent, et en tout cas qui n'ont rien à voir avec le mariage. En question, je veux dire. Et donc, Paul Kagame s'est comporté comme un inculte, je veux dire, en matière de culture rwandaise. Et c'est une faute très, très lourde. Hein. Les Rwandais ont dû tous en souffrir, même s'ils ne peuvent pas le dire. Je suis certain que ses conseillers n'avaient pas prévu cet incident, que sa femme elle-même n'avait pas prévu cet incident. Et j'admire vraiment, vraiment, je suis très, très, très admiratif de l'attitude de Jeannette Guigema, qui n'a pas bronché. Admiratif des jeunes mariés, qui se regardaient de temps en temps, qui regardaient en l'air, qui étaient étonnés de cette attitude du président de la République. Et vous avez remarqué que Kagame a commencé peut-être comme s'il racontait une anecdote, mais qu'à la fin, il était fâché. Il était vraiment furieux lorsqu'il s'est adressé à la famille en disant « Dites à votre enfant, votre fils, de rentrer au Rwanda. Je ne vois pas pourquoi il doit rester à l'extérieur. Il est manipulé par un pays voisin. Ce pays-là qui nous prend pour… non, mais c'est incroyable. Il parlait de l'Ouganda. Clairement, il a dit « L'Ouganda nous prend pour ses obligés parce que nous avons vécu dans ce pays pendant des dizaines d'années. Ils pensent que c'est eux qui nous ont aidés à prendre le pouvoir alors que ce n'est pas vrai. L'Ouganda n'a rien fait pour nous. Quand même, quelle ingratitude. » Donc, moi, c'est ça qui m'a frappé. Ce n'est pas tellement les relations entre Fred Guigema et Kagame, parce qu'on a vu d'autres cas. Rappelez-vous, à la mort du roi Kigeli V d'Ahindurwa, rappelez-vous ce qui s'est passé. Kagame a étonné le monde en disant c'est un Rwandais comme un autre, en fait. Il a été reçu vraiment comme, enfin, je veux dire, son corps a été reçu au Rwanda comme si c'était n'importe qui, alors qu'il a beaucoup fait. Cet ancien roi, c'est lui qui a fait… Même pour son enterrement, son inhumation, ça s'est passé vraiment de façon comme un Rwandais vulgaire. Il en a profité justement pour organiser le même jour le soi-disant prière. Et ces prières, nous savons bien comment il les fait, comment la façon dont il prie. C'était vraiment, ça a été vu. L'air de rien, c'était un chef d'État, l'air de rien. Hein, le roi, c'était le chef d'État. Et puis, il y a d'autres cas similaires, Célestin. Oui. Vous savez, il ne faut pas aller chercher loin. On connaît quand même des officiers qui étaient soit numéro 2, soit importants dans le système. Kayumba Nyamwasa, lorsque sa maman est morte au Rwanda, il est rentré de l'Inde, hein, il est rentré d'Inde pour l'enterrement de sa maman. Oui. Mais Kagame a donné l'ordre à la plupart des officiers et les amis de Kayumba de ne pas assister à ses funérailles. Et plus près, la mort, je pense, c'est le papa ou c'est la maman de Patrick Karegeya. Oui. Vous connaissez aussi les circonstances. Hein, oui. Même en restant au niveau de la famille d'Origema, il y a eu récemment la mort de sa sœur. Sa sœur. Qui a été accompagnée en prenant Nyarwanda, qui a été vraiment, ces cérémonies ont été, les gens qui ont assisté à ces cérémonies d'inhumation, on dit qu'il ne dépasse pas 25 personnes. Parce que c'était interdit, parce que le président Kagame l'avait interdit, tout simplement. Oui. Donc, c'est vraiment c'est une forme d'inhumanité, moi qui ne m'étonne plus. Hein, ça ne m'étonne plus. Alors, dans son discours, parce que c'est un discours politique finalement qu'il a fait, Kagame s'en est pris donc à l'Ouganda.
Alors, ça, la mort de Rwigema et la situation diplomatique actuelle face à l'Ouganda, c'est devenu une obsession qui caractérise. Ça montre en fait ce qu'il y a dans la tête de Paul Kagame. Il ne peut pas dire une phrase sans citer ses ennemis, sans s'en prendre, y compris même lorsqu'il parle de ses opposants. Vous savez, il y a des noms qu'il ne rate jamais de citer. Ça montre qu'il a une obsession. Là aussi, il a peur que tous ceux qui le connaissent bien, tous ceux qui connaissent son passé, tous ceux qui lui ont rendu service un jour dans sa vie, il a peur que les gens ne disent la vérité le concernant. C'est ça, Paul Kagame. Il se sent encerclé. C'est un homme qui est vraiment traqué. Il se sent traqué. Alors que c'est un homme qui a tous les pouvoirs au Rwanda, mais il se sent traqué. Et il a peur. Tout à l'heure, on va en parler quand on abordera la question de l'attaque, de l'invasion. C'est le terme que j'aime utiliser, du Nord Kivu. Eh bien, là aussi, c'est le même sentiment. C'est le même sentiment. Il ne s'est pas encore exprimé là-dessus, mais ça dénote ce qu'il y a dans la tête de Kagame. En fait, il dit que les autres sont en dépression, que c'est des fous. Moi, je n'ose pas dire que notre président est en dépression, mais en tout cas, il a une obsession qui mérite peut-être que les psychologues se posent des questions. Absolument. Je pense qu'il y a d'autres propos qu'il a tenus qui vont faire l'objet d'une émission en langue nationale, que notamment lorsqu'il a abordé, il a dit qu'il n'a aucune dette envers personne, et que ni même envers Dieu. Cette fois-ci, il a parlé de Dieu, et qu'il disait qu'il est prêt maintenant à même aller le rejoindre en ne se reprochant de rien. Que ça, moi, je me dis, cet homme, est-ce qu'il est conscient peut-être qu'il est en train de vivre ces derniers jours? Ça, je n'en sais rien. Seul le Dieu très haut le sait, le Tout-Puissant le sait, mais je ne sais pas comment il se sent lui-même. Quand si on analyse vraiment de très près ses propos, on voit vraiment un homme qui n'est plus comme celui qu'on a entendu il y a 25 ans, 30 ans d'ici, 25 ans d'ici, où il disait que lui, il peut faire tout ce qu'il veut, qu'il peut poursuivre je me rappelle bien dans son discours, il disait, ils sont allés ici à côté, nous, on va les rejoindre là-bas, ou alors quand ils l'ont fait, il dit, nous faisons tout ce que nous disons. Lorsque nous avons dit que nous allons chercher ces gens, tuer ce que nous voulons tuer et ramener ce que nous devons l'amener, nous l'avons fait. Donc, tout ça, vraiment, je pense que l'homme que j'ai entendu ici avant-hier est très, très différent de celui que j'entendais il y a 10-15 ans d'ici. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire là-dessus, mais pour aborder rapidement justement le dernier point de notre entretien de ce mardi. Non, j'allais finir avec ce point. C'est une histoire interfamiliale, mais quand même, où l'on voit le président Kagame démontrer qu'il n'a aucun sentiment d'amitié même à l'égard de la famille de Rwigema. Tout au contraire. Ils sont là pour faire la fête, pour accompagner les jeunes mariés. Et lui, il vient, j'allais dire, foutre la pagaille, comme on dit ici en France. Et il a foutu la pagaille. Voilà le Paul Kagame que nous connaissons. Merci. Voilà, je vous remercie. Justement, tout à l'heure, vous en avez touché un mot en disant que au niveau de ces relations diplomatiques avec les pays voisins surtout, que c'est vraiment on se poserait beaucoup de questions. La question qui nous préoccupe pour le moment, vraiment, qui est d'actualité brûlante pour le moment, c'est l'attaque que la RDC, donc le géant voisin de l'Ouest, vient de connaître. Mais à partir de ce dimanche, d'ailleurs, de samedi à dimanche, et jusqu'à lundi, mardi, non, c'est dans la nuit du 8 au 9 d'ailleurs, de lundi à mardi, où il y a eu des attaques, une agression de gens qui ont été identifiés comme les anciens M23. Et ceux qui parlent de M23, quand on parle de M23, il faut toujours penser de ce mouvement qui a ravagé le Congo dans les années 2010, et qui a fini par être chassé et bouté hors du territoire du Congo, mais dont les éléments se sont enfouis soit au Congo, soit en Ouganda, soit au Rwanda, parce que justement, ils venaient de là-bas. Alors, nous avons des informations comme quoi les éléments qui sont venus du Rwanda vraiment ont attaqué le Congo et
Ils ont même pris une base militaire de Congolais, des FARDC, mais heureusement que les Congolais, heureusement pour le Congo, ils ont pu récupérer, sur les dernières nouvelles que j'ai, ils ont su récupérer toute la situation. Et après, maintenant, il y a eu la guerre des communiqués. Les autorités rwandaises ont démenti en disant que ces agresseurs du Congo ne venaient pas du Rwanda, alors que l'autorité locale, à Goma, même les autorités militaires locales, ont bien précisé que ces éléments venaient bel et bien du Rwanda. Même lorsqu'ils ont chassé, ils ont essayé de les neutraliser. Le communiqué du porte-parole adjoint de l'armée congolaise, des FARDC, a bien précisé que ceux qui ont pu échapper à leur attaque sont retournés au Rwanda d'où ils étaient venus. Pour parler de ce sujet, moi, vous savez, Radio Rumuri ne se contente pas de communiquer. Nous, la Radio Rumuri, on a voulu aller chercher l'information à la source. C'est-à-dire que je viens de donner une interview à un habitant de la région, et ce n'est pas n'importe quel habitant, vraiment, il habite bel et bien là-bas où tout s'est passé, et puis c'est quelqu'un, c'est membre de la société civile là-bas, et il m'a raconté la situation qu'ils ont vécue. Je vais vous proposer de vous en faire, d'écouter un extrait de 4 minutes seulement, parce que nous avons fait une longue émission que je vais proposer aux étudiants de la Radio Rumuri dans la suite, mais j'aimerais quand même vous faire écouter ce qu'il m'a dit de la situation, de ce qui se trouve réellement sur le terrain. C'est la parole de quelqu'un qui est sur le terrain, de quelqu'un qui a vécu ça en direct, si vous voulez. Et puis, après, nous allons en parler en ayant écouté cette interview. Écoutez un tout petit peu, comme ça, nous aurons une idée de ce qui se passe réellement. Oui, alors la situation, c'est que ces éléments M23 ont fait une incursion sur le sol congolais en provenance du Rwanda. Ils ont attaqué les positions des efforts situées en groupement des Jomba. C'est les collines stratégiques de Kanzo et Nyoni. Ils ont délogé les FARDC dans un premier temps, pendant la nuit, avant que les FARDC ne fassent une contre-offensive les après-midi, avec l'appui de la MONUSCO, des hélicoptères de la MONUSCO qui ont bombardé. Et puis, ces éléments 23 se sont repliés d'où ils étaient venus, précisément au Rwanda. Mais il y a une contradiction maintenant parce que les autorités militaires au niveau du Nord Kivu précise qu'il s'agit bel et bien des éléments venus du Rwanda. Les autorités locales aussi ont donné la même précision, mais le Rwanda, lui, jette la responsabilité à l'Ouganda. Donc, comprenez que oui. Dans la région, mais c'est vraiment un fait avéré et vérifiable. Pour le moment, la situation semble s'être stabilisée. Oui. Et les FARDC ont repris leur position. Oui. Justement, j'ai vu justement, en parlant de ces contradictions, j'ai vu des communiqués justement de la part des autorités rwandaises qui disent qu'il n'y a pas, que cette attaque ne venait pas du Rwanda, mais vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez vraiment des éléments qui montrent, qui prouvent que ces éléments vraiment provenaient du Rwanda? Ok, je pense que le Rwanda n'a jamais accepté les forfaits qu'il commet sur le sol congolais. Très souvent, quand il y a des actes pareils, il est le premier à nier et à jeter la responsabilité sur les autres. Vous vous souviendrez qu'en date du 18 octobre 2021, l'armée rwandaise elle-même avait traversé la frontière pour venir agresser encore une fois la RDC à partir du territoire de Nyiragongo. N'est-ce pas? Ils avaient foncé jusqu'à arriver presque à la route principale, à 200 mètres de la route nationale qui mène de Goma vers Rutshuru. Mais ensuite, ils avaient nié, justifié que c'était un petit incident, tout ça. Et même ce qui s'est passé dernièrement, avant-hier la nuit, les autorités locales, la population locale, même les sources de renseignement des FARDC ont confirmé qu'il s'agit bel et bien du Rwanda. Certainement que cette zone où les insurgés ont surgi se trouve à la frontière entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda.
Mais les sources sûres confirment qu'il s'agit bien du Rwanda qui aurait réarmé ces gens pour les injecter encore sur le sol congolais. Et l'objectif principal serait d'empêcher, n'est-ce pas, le gigantesque projet d'asphaltage des routes qui relie la RDC à l'Ouganda, que le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais se sont entendus et de réaliser d'ici là. Donc, le lancement d'ailleurs devait intervenir d'ici quelques jours. Et il fallait donc perturber la quiétude sur cet axe pour empêcher qu'il y ait ce lancement. Alors, je ne vois pas, à moins que le monde reste toujours hypocrite, ce pays, l'Ouganda, qui s'est engagé avec le gouvernement congolais à réaliser des macro-projets pareils, puisse encore revenir sur le terrain pour perturber la sécurité. On pense bien qu'il s'agit du Rwanda qui voudrait empêcher ce projet parce que si ce projet était réalisé, ça va beaucoup isoler ou enclaver systématiquement les Rwandais. Et donc, le Rwanda a tout intérêt que ce projet ne soit pas réalisé, ce qui aurait justifié même ces aventures répétées que les Rwandais essaient de faire sur le sol congolais. Voilà, chers amis auditeurs de Radio Rumuri, je vous disais donc que lorsque nous avons des éléments ou des informations comme celles que nous avons eues depuis avant-hier, nous, on descend sur le terrain pour aller chercher, vérifier toutes ces informations. Parce que surtout qu'il y avait des contradictions, comme nous sommes habitués justement au communiqué du gouverneur rwandais. Et là, c'est quelqu'un qui se trouvait à la frontière, à la frontière du Rwanda, justement, aux trois frontières d'ailleurs. Il est honnête, il nous dit c'est effectivement, la région, il y a eu ces combats, c'est une région qui est proche de trois pays, mais qu'il a bien précisé, vous l'avez entendu vraiment très bien précisé, que ces éléments provenaient bel et bien du Rwanda. Et même, mais ça je ne le répète pas parce que même le porte-parole adjoint des FARDC avait bien précisé que ces éléments sont retournés au Rwanda, d'où il était venu. Et nous sommes avec monsieur l'ambassadeur qui a vraiment la chance sur nous, une grande chance sur nous, parce que lui, d'un côté, il est originaire de la région limitrophe du Congo, c'est une chance. Une deuxième chance qu'il a avec nous, qu'il a par rapport à nous, c'est que lui, c'est un diplomate chevronné, c'est quelqu'un qui sait analyser la situation de façon globale, de façon géostratégique. Peut-être qu'il va nous éclairer et nous dire en quelques mots qu'est-ce que le Rwanda cherche en RDC, monsieur l'ambassadeur. Parce que ça fait des siècles, oui, même des siècles d'ailleurs, ça fait des dizaines d'années que le Rwanda attaque, va au Congo. Tantôt il va chercher les FDLR, tantôt il va détruire les camps de réfugiés. Et l'attaque finit à Kinshasa, où Kabarebe devient chef d'état-major des deux pays. Tantôt c'est les différents mouvements qu'on ne sait même plus dénombrer. Les mouvements qui ont été fomentés au Rwanda, qui ont attaqué le Congo, qui ont déstabilisé la région. Et nous savons, je ne sais pas, vous allez toucher un mot, nous savons le mapping report des Nations Unies qui montre les exactions commises par l'armée rwandaise. Qu'est-ce que cherchait le Rwanda en RDC, monsieur l'ambassadeur? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais essayez quand même de nous éclairer. Vous savez, on ne peut pas tout dire de l'attitude du Rwanda à l'égard de la RDC, ni à l'égard d'ailleurs de tous les autres pays de la région, parce que la RDC, c'est un cas à part. Je l'ai souvent dit dans nos émissions. En parlant de mon expérience, vous avez oublié quand même que je reste en contact avec beaucoup de Congolais, que ce soit des Congolais de la diaspora, que ce soit des amis restés au Congo, à Bukavu, à Goma et ailleurs. J'ai particulièrement admiré le reportage, ou en tout cas, oui, c'est une sorte de reportage donné par cet agent de la société civile congolaise qui correspond exactement aux informations que moi-même j'ai. Eh bien, le Congo, pour le Rwanda, c'est un peu la survie du régime du FPR. Ce régime-là ne peut pas survivre sans les ressources qu'il tire du Congo, sans les pillages. On pense qu'avec les rapports des Nations Unies sur le pillage, les affaires sont rentrées dans l'ordre. Ce n'est pas vrai. Le Rwanda continue de piller tous les jours
les ressources minières du Congo à travers ces réseaux. Parce que là aussi, on y reviendra peut-être dans une autre émission, j'ai une idée là-dessus. Eh bien, le réseau justement implanté dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda, à travers les différents mouvements rebelles. D'abord, la RCD et les autres petits que la RCD a procréé avec Paul Kagame. Ces gens sont toujours là, en place. Ils sont restés à l'Est de la République démocratique du Congo par le biais des négociations, par le biais des intégrations, parce que, effectivement, les originaires de la région de l'Est du Congo, qui ne sont pas d'obédience rwandaise, ils ont été intégrés dans l'armée, mais envoyés dans d'autres provinces. Alors que ceux qui sont restés fidèles à Kagame sont dans le Kivu, le sud comme le nord, et même dans l'Ituri. Ce sont ces gens-là que vous voyez peut-être parfois à la télévision parler au nom des FARDC, mais qui sont en fait des agents de Paul Kagame. Après, ça entre dans l'ordre, ils continuent à travailler pour le Rwanda. Et quand je dis le Rwanda, je parle du régime belliciste et répressif de Paul Kagame. Donc, c'est d'abord ça, le réseau du FPR reste intact. Au contraire du Rwanda qui refuse de négocier avec son opposition militaire ou politique, la République démocratique du Congo, elle, a toujours accepté de négocier avec les rebelles et de les réintégrer dans l'armée, ou de les intégrer tout simplement. C'est à travers ce biais-là, c'est par ce biais que Paul Kagame est arrivé à maintenir sa présence au sein de l'armée congolaise. C'est une évidence. Alors, il y a d'autres éléments récents qu'on a observés qui tendent à faire, et je l'avais dit aussi sans être un devin ni un prophète, j'avais dit que Paul Kagame, dans son silence apparent, où certains le croient mort, Paul Kagame est en train de préparer des offensives de grande envergure au Congo, mais aussi dans d'autres pays. Alors, il y a un phénomène aussi qui est récent, c'est l'encerclement diplomatique et économique qu'il ressent de la part de ses voisins. Ça aussi, nous avions dit, il essaie donc de percer, de trouver des petites voies de sortie. Encerclement au Congo, entre le Congo et l'Ouganda. Cela est observable à travers les projets et les conventions qui ont été signés entre l'Ouganda, entre Museveni et Tshisekedi, dont notamment celui qui gêne le plus Kagame, c'est le tracé d'une route d'Ouganda à travers la frontière de Bunagana et qui viendrait jusqu'à Goma. Et qui fait les travaux? C'est l'Ouganda. C'est des entreprises ougandaises qui ont obtenu le marché pour justement construire cette route. C'est une route qui va désenclaver l'Est du Congo. Et cela, Paul Kagame ne le veut à aucun prix. Parce que désenclaver l'Est du Congo, c'est-à-dire rendre l'Est du Congo indépendant par rapport au Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, tout passe pratiquement par Kigali. Alors que s'il y a une bonne route venant de Bunagana jusqu'à Goma, eh bien, j'ai l'impression, moi, avec le peu d'éléments que j'ai à ma possession, connaissant cette région quand même, que tout va être orienté vers l'Ouganda. C'est le pays voisin le plus proche de Mombasa. Et donc, Kagame ne peut pas accepter cela. De la même façon, Kagame, il l'a dit d'ailleurs à certaines occasions, la route qui va permettre aux Burundais d'accéder à l'Ouganda sans devoir traverser le Rwanda, c'est un autre sujet d'inquiétude à Kigali, parce que là aussi, il perçoit une sorte d'axe, c'est l'axe Est, anti-rwandais, c'est ce qu'il pense. Le Burundi qui veut se désenclaver, parce que tout simplement la frontière est quasiment fermée entre le Burundi et le Rwanda, elle ne fonctionne plus comme avant. Le Burundi cherche donc à se désenclaver à travers la Tanzanie et l'Ouganda pour aller jusqu'à Mombasa, et avec la Tanzanie, évidemment, jusqu'à Dar es Salaam. Le Rwanda s'est dit, mais qu'est-ce que j'aurai, et moi, qu'est-ce qui va me rester?
si tous les pays voisins signent des conventions, s'ils concluent des axes qui peuvent m'être défavorables, la seule voie de sortie de Kagame, nous le connaissons très bien, c'est la guerre. C'est la guerre. Et croyez-moi, il utilise tous les moyens. Il utilise la diplomatie, surtout à l'égard de la République démocratique du Congo. Il faut que, je l'ai dit la dernière fois, je me suis fait attaquer par certains Congolais qui m'ont dit « Oh, tu es allé trop loin, le président Tshisekedi, il est vigilant, il est très vigilant, monsieur le président Tshisekedi. » Mais il y a des choses qu'il n'a pas encore comprises. Hein. Il ne connaît pas son partenaire rwandais, Paul Kagame. Il ne le connaît pas comme nous, on le connaît. Et là, je profite de cet instant pour dire à nos amis et frères congolais que nous ne partageons pas les velléités de conquête que développe Paul Kagame à l'égard, à l'endroit, à l'encontre de notre peuple frère congolais. Nous condamnons toutes ces agressions contre le Congo et nous dénonçons et nous ferons tout en cas de besoin pour faire que ces attaques, ces invasions cessent. Eh bien, la diplomatie, puisqu'on en parle, qu'est-ce qu'ils ont fait? La diplomatie économique, Paul Kagame a négocié un contrat avec Kinshasa pour que Goma serve de plateforme pour Rwanda Air. C'est-à-dire que les vols internationaux les plus importants partiraient de Goma au lieu de Kigali. Dans la presse, je me rappelle, c'était à la mi-octobre, ils avaient annoncé un projet d'horaire, je ne sais pas si ça a été respecté, mais en tout cas, il y avait, je vais peut-être lire le document que j'avais vu, le vol inaugural spécial offre pour les destinations suivantes le 15 octobre 2021. Il y avait un vol Goma-Kigali, toujours rwandais, hein, Goma-Mumbai, Goma-Nairobi, Goma-Dar es Salaam, Goma-Entebbe, Goma-Bangui, Goma-Johannesburg. Tout ça, c'est des vols qui partiraient de Goma, mais pour le compte de Rwandair. Pensez-vous vraiment que le Rwanda n'a pas un aéroport assez sophistiqué pour qu'il joue le rôle de hub? Moi, je pense qu'ils l'ont fait en faisant croire aux Congolais que c'était une nouvelle ère qui naissait, que Goma allait avoir une importance économique dans la région. Mais non, c'est pour infiltrer le Congo. C'est très, très intelligent de la part de Kagame. Eh bien, ça commence à se savoir. Goma, c'est la ville, je l'avais dit la dernière fois, c'est le ventre mou de la République démocratique du Congo. Et j'avais dit à l'époque que le président Tshisekedi devait essayer de blinder ce ventre mou pour qu'il ne soit plus, qu'on ne le traverse pas comme on veut. Or, au lieu de ça, on a ouvert. Goma est devenue une ville rwandaise, si on peut dire ainsi. Même en parlant justement de ces relations bilatérales, on a aussi vu que la signature d'un contrat comme quoi les minerais de Kivu seraient, surtout l'or, seraient traités, améliorés au Rwanda, exportés de l'autre côté. C'est un contrat qui a été signé entre Tshisekedi et Paul Kagame. Tout ça, c'est vraiment des éléments qui montrent que ce qu'il dit, c'est pas. Est-ce qu'il essaie de se faire voir de façon positive par Kagame en lui disant tiens, je vous ai offert ça, vraiment ne me faites plus de problème, je vous ai offert ça, je vous ai offert tous les éléments de FDLR et d'autres qui perturbaient la sécurité, qui soi-disant perturbaient la sécurité rwandaise. Mais je ne sais pas s'il va arriver un jour vraiment à contenter son homologue rwandais. C'est vraiment qu'il lui laisse la paix, qu'il lui laisse vivre en paix. Parce que quand on voit, tout à l'heure vous aviez parlé des différents axes qui risquent d'enclaver encore plus le Rwanda, parce qu'il risque d'être contourné. Mais je me souviens bien que avec le projet de East African Community, donc la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, ils avaient plein de projets. Ils voulaient construire des trains qui partiraient soit de Dar es Salaam, qui viendraient jusqu'à Kigali, qui viendraient même jusqu'à Bujumbura et à Goma, continuer à alimenter l'Est du Zaïre. Il y avait aussi un autre projet, le corridor nord, le corridor centre, le corridor sud. Tout ça sont des projets qui ont été abordés, mais qui ont été sabotés
par le Rwanda, mais j'ai vu récemment que ces trains, ils ont été construits. Du côté du Kenya, ils ont déjà fait leur travail. Du côté de la Tanzanie, ils ont fait leur train. C'est-à-dire qu'il aurait expliqué la part du Rwanda. Oh, j'avais entendu une fois le président Kagame qui disait, ah, vous savez ce qu'on appelle the train en anglais. Vous savez ce qu'on appelle le train. Là, vous allez la voir dans quelques années. Il y aura des trains qui vont passer par ici. Mais jusque-là, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, 15 ans en tout cas, qu'il nous a promis ça, mais on n'a rien vu. Par contre, moi, j'ai vu au niveau des médias l'inauguration des différents trains qui relient justement les différents pays, entre le Rwanda et le Kenya, bientôt d'ailleurs entre la Tanzanie et le Burundi. Donc, de toute façon, c'est le Rwanda qui a saboté les différents projets qui avaient été mis en place pour essayer de faire les différents corridors, pour faire le lien, justement, pour essayer de désenclaver le Rwanda, justement. Alors, je ne sais pas si il récolte il récolte les fruits de ce qu'il a semé, et au lieu d'assumer, il va, si je comprends bien votre raisonnement, il va essayer de perturber alors la RDC et les pays voisins pour qu'ils ne profitent pas de ces fruits, monsieur l'ambassadeur, si j'ai bien compris votre raisonnement. Ben, vous savez, il ne va pas essayer, c'est en cours. La guerre au Congo est déjà lancée. Vous savez, il y a quelques jours, je pense que c'était dans la nuit du 2 au 3 novembre, eh bien, Bukavu a été attaqué. On n'a pas cherché à savoir trop ce qui s'est passé à Bukavu, ni qui était concerné. Mais moi, j'ai eu des témoignages à Bukavu même, de gens qui disent, mais parmi les agresseurs, il y avait nos frères. J'ai dit, mais qui sont vos frères? Il m'a dit, nos frères. Nos frères de chez toi, là, il m'a dit. J'ai dit, ah bon? Oui, oui, il m'a dit, oui, oui, c'est coordonné à partir d'Ouvira, à partir de Minembwe. Parce que le même jour, la même nuit, il y a une ville du sud Kivu, du côté d'Ouvira, qui a été conquise par les rebelles pro-Kagame. Le même jour que Bukavu était attaqué. Donc, c'est coordonné. Ensuite, il n'y a pas longtemps, le Congo avait déjà été attaqué à travers le Nyiragongo. Oui, oui, oui. Parce que nous avons un entretien de plus de 30 minutes, mais là, je vous ai seulement donné un extrait, parce que c'était trop long, je ne peux pas le passer maintenant, mais je le passerai plus tard. Et il préfère justement, lui, il connaît même les dates. Il dit, de telle date, il y a eu une incursion des militaires rwandais cette fois-ci. Même pas des rebelles, des militaires rwandais qui sont venus à Bukavu, à Goma, c'est du côté du nord. Il dit, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Oui. Nous avons fait une émission avec Aloïs Simhunga là-dessus. Oui. Eh bien, alors, quand vous passez, tout ça est arrivé 15 jours après le lancement du vol inaugural de Rwandair à Goma, justement. Après le lancement de cette nouvelle plateforme, ce n'est pas le fait du hasard. Il n'y a que les aveugles qui ne voient pas cela. Et vraiment, nos frères et sœurs congolais devraient en prendre conscience. C'est vrai, nous devons avoir de bonnes relations. Nous devons développer, n'est-ce pas, une bonne coopération entre le Congo et le Rwanda. Les contrats signés entre Tshisekedi et Kagame, c'est très bien, mais lorsque le Congo cède une partie de ses terres dans l'Ituri au gouvernement rwandais, soi-disant pour installer des agriculteurs, pour créer des projets communs, je vous assure, c'est du vent tout ça. Kagame cherche à infiltrer cette région, c'est déjà commencé. J'avais annoncé, lorsqu'au Rwanda, des prisonniers avaient été enlevés de nuit à Tchangougou, à Kibuye, je crois, et même à Gikongo ou Butare, et dont on n'avait pas de traces. Moi, j'avais dit, tous ces gens-là subissent un entraînement militaire et puis sont envoyés au Nord Kivu ou dans l'Ituri. Je n'étais pas très loin de la vérité, de la réalité. Hein. C'est des choses qui se passent. Et puis récemment, le 5 novembre, un signe qui ne trompe pas, parce qu'il faut connaître aussi la configuration de l'armée rwandaise.
qui on a nommé comme chargé de la diplomatie militaire internationale. Vous savez qui a été nommé? C'est le général, le nouveau général qui était colonel. Il a été nommé brigadier général. C'est le général Karuretwa Patrick. Mais les gens ne font pas attention à qui il est. Karuretwa Patrick, c'est le fils de Maître Karuretwa. C'était un des Rwandais les plus en vue dans la ville de Goma. C'était un grand avocat, très riche, très influent, qui a beaucoup financé le FPR. Et c'est comme ça que son fils et les autres sont entrés dans le FPR à travers l'Ouganda. Et puis, voilà, ils sont arrivés à Kigali. Aujourd'hui, Karuretwa, c'est l'homme en vue. Pourquoi? Parce qu'il connaît le Congo, parce qu'il parle toutes les langues du Congo, parce qu'à Goma, il est toujours une personnalité connue et admirée de tous. C'est le fils de Maître Karuretwa après tout. Il faut que les gens le sachent. Ils viennent de créer ce service, AMC. AMC, c'est International Military, je ne sais plus comment ils disent, Military Corporation. Ouais, c'est quasiment un ministère des Affaires étrangères, mais militaire. C'est un général originaire de Goma qui a de très bonnes relations, on le sait, avec Makenga, avec tous les anciens rebelles du M23, du CNDP et les autres, du RCD. C'est lui qui coordonne ces opérations. Mais on lui prête, n'est-ce pas, on lui dit, ben, vous allez diriger la diplomatie militaire à l'OUA, plutôt à l'Union africaine, les opérations militaires rwandaises. Non, c'est pour être à la tête du service qui s'occupe aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Il faut que les Congolais le sachent. Il faut qu'ils suivent tous ces gens, les anciens Congolais, qui étaient réfugiés rwandais mais devenus Congolais, qui sont importants dans l'armée, ont choisi le moment de leur donner les moyens de rendre service à leur pays. Après l'agression de 1996, après le pillage des ressources du Congo, vous savez, le Congo d'Est existe encore à Kigali. Il n'est pas terminé avec la première phase de la guerre de 1996 à 2003. Le Congo d'Est a été reconduit. Il a des bureaux à Goma, il a des bureaux à Gisenyi, il a des bureaux à Kigali, il a des bureaux à Mombasa et ailleurs. Tous ces bureaux-là, c'est pour coordonner le pillage. Et pour poursuivre le pillage, il faut occuper le terrain. Et c'est là qu'intervient la guerre, c'est là qu'interviennent les différentes attaques contre la République démocratique du Congo. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dénonce, et il faut vraiment que le Rwanda fasse très attention. Moi, je pense que les Congolais devraient exiger, dès aujourd'hui le dire, l'exiger. Il faut qu'un jour, notre pays, le Rwanda, soit tenu pour responsable de tout ce qui s'est passé en RDC. Il faut que le Rwanda soit prêt un jour à payer à rembourser au Congo ce que le Rwanda a pillé sur son territoire. Des gens comme Kagame, c'était des gens normaux. Aujourd'hui, c'est des milliardaires grâce au Congo. Donc, c'est cela qui est derrière. Ce n'est pas que les Rwandais haïssent les Congolais. Non, c'est parce qu'il y a un petit groupe de gens, une mafia installée à la tête de la République rwandaise qui ne peut pas se passer des ressources congolaises parce qu'ils se sont engagés, parce qu'ils ont pris des engagements avec leurs maîtres occidentaux qui exigent que le pillage du Congo se poursuive, tout simplement. Et donc, au Rwanda, il y a une mafia qui est à la tête du pays, qui est au service d'une mafia internationale. C'est ce qu'à un moment donné, j'avais dit, c'est un peu le système de tipo-tipo. Le Rwanda est devenu un tipo-tipo en grandeur nature, quoi, parce qu'il pille le Congo, il tue les Congolais, pour l'intérêt, bien sûr, de ceux qui font le travail au Rwanda, mais aussi, et surtout, pour l'intérêt des maîtres occidentaux, ou pas occidentaux, parce que les stratégies commencent. Maintenant, tout le monde veut piller le Congo, y compris les Chinois, les Russes. Et donc, le Rwanda est prêt à se vendre au premier offrant. Ce n'est pas pour rien que dans certains pays aujourd'hui, le Rwanda devient l'allié de pays autres que ceux avec lesquels il coopérait avant.
Donc, c'est cela, en fait. Ce n'est pas pour aller tuer les Congolais. Le sang des Congolais, c'est pour aller piller et au passage, massacrer des Congolais. Donc, c'est ça. Il faut qu'on commence à parler du rapport mapping. Il faut qu'on commence à parler de tout ce que le Rwanda a pillé. Tous ces bâtiments qui sont à Kigali, en fait, c'est propriété congolaise. Hein, je suis désolé. Le Rwanda n'a pas les moyens de construire tous ces bâtiments à Kigali. C'est l'argent et c'est les ressources du Congo qui ont fait ça. Ce n'est pas que je n'aime pas mon pays, non. Mais la justice existe et les guerres inutiles et injustes, on doit les dénoncer. Surtout quand, finalement, le résultat, c'est quoi? C'est la mort de millions de Congolais et de Rwandais. Nous devons le dire, nous sommes là pour ça. Eh bien, que les Congolais sachent que nous sommes avec eux et que notre fraternité se poursuivra et surtout, le plus tôt c'est le mieux, après le départ de Paul Kagame et de son régime répressif. Voilà, merci. Voilà, je vous remercie. Vraiment, vous avez fait un bref aperçu parce que le problème congolais, le problème avec l'implication du Rwanda dans toutes ces difficultés, dans toutes ces horreurs que connaît le Congo, ce serait vraiment un sujet très long à débattre. Je pense qu'on va y consacrer beaucoup d'émissions parce que vous avez tout à l'heure, vous évoquiez même le bras qui est vraiment, en fait, le bras occulte, qui n'est pas très clair, des grandes puissances de ce monde qui, en fait, qui téléguident, en fait, le Rwanda. Tout ça, on peut y revenir, on va y revenir pour essayer vraiment d'éclaircir la situation de beaucoup plus en profondeur. Parce que, comme vous le dites, à vous entendre, ce n'est pas encore fini, ce n'est que le début. Donc, j'invite vraiment les auditeurs de Radio Rumuri de continuer à suivre nos émissions parce que je suis certain que c'est un sujet qui va revenir sur la table de débat. Vraiment, on a déjà pas de 5 minutes l'heure que vous avez prévue, mais vraiment, c'est juste pour vous remercier vraiment de ces éclaircissements que vous nous avez apportés ce soir, à moins que vous ayez un mot, vraiment 1 minute maximum pour essayer de faire une conclusion de ce que vous venez de dire, et puis on va clôturer notre émission d'aujourd'hui. Écoutez, je n'ai plus beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, je compatis avec les jeunes gens qui ont été arrêtés au Rwanda pour rien, tout simplement parce qu'ils ont osé dire la vérité. Et je demande à tous nos compatriotes, ceux qui sont en pays libre, ceux qui peuvent encore parler, ceux qui, comme Matata, ont dénoncé même les velléités génocidaires actuelles du gouvernement rwandais sur les populations civiles rwandaises. Eh bien, nous devons le dire. Nous devons le dire. Nous devons parler au nom et à la place de tous nos jeunes frères et sœurs qui sont en prison parce qu'ils ont osé dire ce que certains d'entre nous ne peuvent même pas oser dire. Il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on soit solidaire avec ces jeunes gens emprisonnés au Rwanda, juste parce qu'ils ont osé dire certaines choses. Et il est temps aussi que nous avancions vers le camp de la vérité, il faut le privilégier. Il ne faut pas qu'on continue à se considérer les uns comme des Tutsis, les autres comme des Hutus. Nous sommes des Rwandais. Si l'on pouvait au moins se mettre d'accord pour défendre les intérêts, pour défendre les droits de nos frères et sœurs retenus contre leur gré, emprisonnés ou massacrés, ou tout simplement qui disparaissent tous les jours dans notre pays, si cela pouvait être un point qui puisse nous permettre de nous unir, ce serait vraiment l'idéal. Le reste des contradictions internes à nos groupes, eh bien, on va en parler, mais au moins sur l'essentiel, sur les droits de nos concitoyens, si on pouvait se mettre ensemble. Oui. Non, merci. Merci beaucoup. Et vous invitez vraiment lors de nos prochaines émissions. Et nous fixons alors rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie. Bonne soirée chez vous et à la prochaine, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup et à très bientôt, Célestin. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ikundo